Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast, et je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Et aujourd'hui, je reçois Thomas. Thomas qui est responsable opérationnel technique chez Big Block Green Services. C'est bien ça? C'est bien ça. Exactement. Donc Big Block Green Services qui opère des fermes de minage un peu partout dans le monde. Et plus spécifiquement, le projet qui nous intéresse et qui fait généralement office d'exemple quand on a envie de parler de comment le minage peut changer la vie des gens et apporter une vraie contribution à la transition écologique, c'est l'exemple du parc des Virunga au Congo. Et on va essayer avec Thomas d'en parler, de vous raconter, j'imagine, la genèse de ce projet, comment ça se déroule sur le terrain, parce que Thomas, c'est un homme de terrain. C'est ce qui est passionnant. Je l'ai rencontré, quand j'ai parlé avec lui, et je pense que vous apprécierez la conversation qu'on aura avec lui. Bonjour Thomas, comment tu vas? Bonjour Prince, merci de me recevoir sur ce podcast. Bah écoute, ça va super. Enchanté de pouvoir participer, de partager un petit bout de vie, un petit bout d'expérience de mineur de Bitcoin. Exactement. Merci à toi de te prêter à l'exercice. Enfin, j'appréciais la spontanéité avec laquelle, quand on s'est rencontré à Surfing Bitcoin il y a quelques jours là, ça s'est passé enfin, c'est passé crème en fait. Gros feeling, ouais. Exactement. Et tu as immédiatement accepté d'enregistrer un podcast avec moi. Merci pour ça. Avec grand plaisir. Donc, je te propose de commencer avec, enfin, que tu nous parles un peu de toi, de ce que tu fais, mais surtout de ton parcours, de comment tu es arrivé à connaître Bitcoin d'abord, et puis comment aujourd'hui tu te retrouves avec cette casquette de mineur de Bitcoin dans une jungle en Afrique, au Congo. Ok, bon la route est assez tumultueuse et très particulière. C'est vrai que j'ai pas un parcours très typique, hein. Bah pour faire simple, je vais expliquer mon parcours professionnel, scolaire un petit peu. Pas parce que ça a un lien avec tout ça, on va dire, hein, pour comprendre comment je suis et comment j'interagis dans ce monde, on va dire. Donc, euh, sorti de collège après le brevet, moi, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment copain avec l'école, et donc je cherchais à faire un apprentissage. Donc, je m'intéressais, j'étais plus artiste, on va dire, au dessin, la musique, l'informatique. Et puis, tu rencontres un conseiller d'orientation qui te demande qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, qu'est-ce qui vous plaît. Donc, je lui explique du dessin, de la musique, de l'informatique. Et donc, au vu de mes résultats et puis de mon expérience, puisque j'étais autodidacte dans la plupart de ces disciplines, on me dit, mais vous parlez bien, vous présentez bien, qu'est-ce que vous diriez de la vente? Vous pourriez vendre de la musique, vous pourriez vendre du dessin et vous pourriez vendre de l'informatique. Au final, bon, j'ai cherché un patron dans ces domaines-là, ça a été très compliqué, puis je me suis retrouvé dans un magasin de tissus, en gros et au détail. Voilà, donc j'ai passé 2 ans à faire un BEP vente action marchande. Dans le magasin de tissus, j'ai été en contact de tapissiers décorateurs. Donc Ok. c'est les tissus, les canapés, les fauteuils, les châteaux, enfin. Et donc je me suis mis en tête de devenir tapissier, donc de devenir artisan. Et là, j'avais 16 ans. À ce moment-là, j'ai rencontré Laurent Forniot, qui est un des plus vieux tapissiers de Bordeaux, qui se passe le métier de génération en génération. Et donc, j'ai fait 5 ans d'apprentissage à ses côtés, avec les compagnons du devoir. Donc, ça m'a formé au travail, on va dire, au vrai travail. C'était Mhm. assez dur, mais c'était très formateur. Après mon apprentissage, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et j'ai voulu reprendre en gérance un atelier de tapissier décorateur sur Bordeaux. Bon, ça a été un échec, hein, pour tout dire. Mais bon, j'ai fait l'expérience. Ça a duré à peu près un an et demi. Suite à ça, j'ai un ami qui ouvrait un restaurant sur Bordeaux qui m'a dit attends, tu vas pas rester à te décrépir chez toi, puisque pendant toutes ces années, j'avais jamais arrêté de travailler et de se retrouver sans rien faire du jour au lendemain, ça fait un peu bizarre. Et donc, Et j'ai là, travaillé dans la. tu Pardon. avais la vingtaine, c'est ça? Alors à ce moment-là, ouais, j'avais 21 ans ou 22 ans par là. Ok, C'est 2011-2012, donc c'est ça, je devais avoir 21, 21, 20, 21, 22 ans. ok. Donc à cette même période, je commence à m'intéresser un petit peu à l'économie, à comment ça marche l'euro, comment ça marche le dollar.
j'ai toujours été passionné un petit peu du monde libre un peu, donc je m'intéresse à ce que c'est que être libertarien, mais de manière raisonnée, on va dire, parce que je suis pas forcément dans l'extrême, voilà, pas radical, quoi, on va dire. Et donc, je découvre des écrits de David Ricardo, de Friedrich Hayek, de Karl Menger, l'école autrichienne, le néoclassicisme, le marginalisme, et voilà. Et du coup, je me fais ma propre idée de tout ça à cette période. Donc, pour le parallèle avec la vie perso, à cette même période, donc en 2012, je pars en festival avec des amis et je rencontre donc en Angleterre. Et je rencontre un mec qui me parle de Bitcoin en fait et qui me montre sur son ordinateur comment ça fonctionne, etc. Et là, tout fait sens en fait avec ce que j'étais en train d'apprendre de l'économie et de l'idée que je m'en faisais. Enfin un système monétaire beaucoup plus juste et un outil massif pour changer la donne quoi au niveau de la société et de manière juste et pacifiste. Et donc je me prends de passion pour Bitcoin. Donc quand je rentre en France, je lis énormément de choses là-dessus. Déjà le manifeste de Satoshi Nakamoto pour commencer, et puis ensuite tout un tas d'informations sur la technique, sur comment fonctionne une blockchain, et puis ensuite comment je peux participer à ça. Donc j'achète mes premiers ASIC en 2013. Donc c'était les toutes premières générations, c'était des puces gravées en 55 nanomètres, donc c'est quasiment 10 fois moins performant que ce qu'on a aujourd'hui. Je minais en kilo H, donc aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, on est en Tera H. Donc c'était vraiment les débuts. Donc tout le monde me prend pour un illuminé, ma mère, mes amis, ils comprennent pas ce que je fais. Enfin, pour eux c'est une monnaie de singe. Ils me sortent, oui, mais moi dans GTA j'ai 1 million, toi c'est pareil avec ton Bitcoin, c'est pareil quoi. Donc Mais bref, là, c'est en 2013, hein, ouais, c'est là bien ça. on est en 2013, c'est ça. Mais juste avant que tu continues dans la partie minage, moi, je suis bien intéressé de savoir qu'est-ce qui a créé le déclic quand ton pote il t'en a parlé pendant ce festival-là? Enfin, est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a touché? Parce que c'est pas très... enfin, Bitcoin, enfin, moi, la plupart des gens, ils ont dû s'y prendre à 2 voire 3 fois avant d'accrocher sur l'essence du Bitcoin. Je sais pas si tu comprends. Toi, je comprends que pile là, au moment où ton pote il t'en parle, là, tu perçois immédiatement, tu percutes sur l'importance que ça a et comment ça peut changer les choses. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier Mais qui t'a activé là? clairement, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que dans cette période de ma vie, donc on va dire avant de rencontrer cette personne, je commençais à me poser des questions sur l'économie, en fait, sur comment ça marche l'argent, pourquoi un dollar vaut un dollar, un euro vaut un euro, voilà, la consommation, les prix, le marché, et j'avais envie de comprendre tout ça. Et en fait, pendant cette période où je me renseigne sur toutes ces choses et que je commence à me faire mon idée, je pars entre-temps en festival en Angleterre et je fais la rencontre de Sam Cholet, il s'appelle, dédicace à toi, Sam. Et donc en fait, ça fait sens avec tout ce dont j'étais en train de tout ce dont je me renseignais. Et donc là, il me parle de Bitcoin, et donc moi je lui parle de Friedrich Hayek, du livre Pour une vraie concurrence des monnaies, tout ça. Et il connaissait ces choses-là, et donc en fait, ça a tout à fait sens. En fait, c'est, je sais pas, c'est le destin peut-être, j'en sais rien, mais ça s'est Donc, présenté sur ma route comme ça, alors que je me renseignais déjà sur ces sujets-là. Et mhm. Bitcoin, ça a été la réponse en fait à plein de questions que je me posais pour des pourquoi l'économie marche comme ça, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Et Bitcoin, il m'en a parlé, il m'a montré, et ça a fait sens d'un coup en fait. Donc là, c'est plus Bitcoin d'un point de vue philosophique. On parle pas de la Complètement. technique. Je suis C'était pas arrivé encore. dedans Ok. par la philosophie, on va dire. Et après, j'ai toujours eu un petit côté geek informatique, et donc je sais comment ça marche maintenant. Une fois que j'ai compris ce que ça avait comme pouvoir au niveau de notre société, et comment Mhm. ça pouvait changer le game, comment ça fonctionne. Et c'est après que je Ok. me suis intéressé à la technique, donc à commencer des expériences de minage, même sur d'autres monnaies, hein, des shitcoins qui n'existent même plus aujourd'hui. Enfin, voilà, j'ai expérimenté, on va dire, sur différentes cryptos, et voilà. Mais Bitcoin, bon, ça reste la monnaie mère de toutes, et voilà, c'est vrai que je me suis beaucoup pris de passion pour le Bitcoin et pour la puissance que ça avait. Donc c'est peut-être mon côté révolutionnaire un peu, mais on tient entre les mains un outil qui peut vraiment changer les choses, quoi. Et je voulais Donc, en être, quoi. C'était ça l'idée. j'imagine. Donc, première ferme de minage, c'était dans ton appartement. C'est ça, exactement. Dans ma colocation, je vivais en coloc avec deux amis d'enfance, en fait, et c'est eux justement qui me prenaient un peu pour un uluberlu, quoi. Et c'était marrant d'ailleurs à l'époque, les discussions, les débats qu'on avait là-dessus, ils comprenaient absolument pas. Pour eux, c'était vraiment que du virtuel, ça n'avait aucune valeur. Je te parle de ça, je crois qu'on était autour des 80 euros ou une centaine d'euros, enfin, mais ça valait pas grand-chose, enfin, par rapport à ce qu'on a vu comme hausse et ce qu'on connaît comme prix aujourd'hui. C'est vrai que c'était complètement dérisoire. Et voilà.
Côté positif, tu faisais le chauffagiste, donc Ouais, ça devait aider en hiver à rehausser la clairement, ouais. température de l'appart. Clairement, mais c'était dans ma chambre, donc autant te dire que dès qu'on rentrait dans ma chambre, c'était la fournaise et fallait se mettre en caleçon obligatoirement, même malgré la fenêtre ouverte, tu vois, c'était quand même une sacrée expérience. J'imagine, j'imagine. OK. Donc, à partir de là, tu as commencé à te projeter dans le domaine et j'imagine tu as commencé à penser, au business que tu veux lancer dans le minage? Mais pas vraiment. En fait, c'était pas rentable à ce moment-là, et donc c'était vraiment purement expérimental dans ma vie, on va dire. Voilà, je commençais à croire en tout ça, je comprenais techniquement comment ça marchait, mais en parallèle, après avoir eu ma petite année de comment dire de gestation avec mon pote dans le restaurant où c'était vraiment hyper sympa. Mmh. J'ai comme passion à côté la musique depuis que je suis enfant, et donc je me suis mis en tête, ben voilà, trouve-toi un vrai travail, et donc j'ai voulu devenir ingé son. Donc j'ai passé un concours dans une école à Bordeaux, l'IREM, ça s'appelle l'Institut régional d'éducation musicale, où j'ai fait un an en technique de production et musique et technique de production, pour ensuite devenir ingé son. Mais bon, je me suis heurté à la véritable difficulté de ce métier. Donc déjà, réunir le nombre d'heures qu'il faut pour être intermittent, c'est une galère si t'as pas des salles de spectacle derrière ou des groupes avec qui tu tournes un peu partout. Et donc voilà, j'ai fait 2 ans un peu comme ça, où à côté, je faisais de l'informatique, donc dépanner des serveurs, monter des réseaux. Et en fait, au bout de 2 ans, je me rendais compte que je gagnais plus de sous à faire de l'informatique qu'à être ingé son. Donc c'était franchement un grand plaisir d'être ingé son, mais il faut vivre à côté. Mmh. Je me suis présenté dans des grosses sociétés, donc Sogeti, Capgemini, Atos, avec mon CV, mais sans diplôme, d'autodidacte. Et on m'a un peu ri au nez à ce moment-là en me disant, mais écoute, t'es bien gentil, mais bon, nous, on attend des diplômes, quoi. Et Mmh. donc, comme je t'ai expliqué auparavant, mon parcours avec l'école, c'était un peu tumultueux, mais j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit, allez, vas-y, passe un concours dans une école, chope ton diplôme dans l'informatique, et après, tu leur montreras, voilà, tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris. Donc, je passe un concours à Bordeaux, donc c'est la Cité du numérique, elle OK. s'appelle l'école. Donc je suis pris, et on est une classe d'une vingtaine de personnes. Donc certains en reconversion professionnelle. Donc Mmh. là c'est un diplôme niveau licence, donc dans les systèmes et les réseaux informatiques. Et donc voilà, donc j'ai réussi mon année plutôt pas mal, on va dire. Tout se passe super bien. Il y a plein de choses que je connaissais déjà et d'autres que j'ai apprises, donc tout s'est aligné. Et je me représente après ça dans ces boîtes d'informatique en voulant développer des choses sur des technos dites blockchain. Et c'était un peu l'époque du blockchain bullshit, donc je me suis Ouais. dit tiens vas-y, je vais me faire valoir avec ça. Mmh. Et voilà. À côté de ça, j'ai continué de faire du minage. Entre temps, j'avais investi dans l'ICO d'Ethereum, donc c'était en 2015 il me semble. Voilà, donc j'ai 2014-2015 par là, je sais plus. Et donc à côté de ça, voilà, je me fais embaucher dans ces boîtes-là. On me fait miroiter que je vais pouvoir développer des choses, je montre à mes supérieurs, à mes managers, je fais des présentations pour expliquer ce que c'est, comment ça marche le Bitcoin, etc. Mais voilà, très vite, je vois que je suis pas très pris au sérieux. Il m'appelait Monsieur Blockchain, sauf que à la fin de mes 2 ans que j'ai fait là-bas, je passais plus de temps à former des collègues à comment investir, comment faire du minage, que à faire mon travail entre guillemets. Mais bon, ça chute, hein, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, Avant que tu ne ouais, continues, Thomas, il y a un truc sur lequel je veux qu'on revienne, une explication parce qu'on utilise certains termes et forcément, s'il y a des gens qui sont pas dans le domaine, ils peuvent très vite être perdus. Moi, je veux qu'on fasse un focus avant de continuer sur le blockchain bullshit. Ce que c'est, enfin, cette conception, enfin, c'est un terme qu'on utilise beaucoup entre bitcoiners, mais c'est quelque chose d'assez important et d'assez structurant. Je sais pas si tu peux en dire un mot. bien sûr, pour te le synthétiser, dans les systèmes d'information, il y a ce qu'on appelle des bases de données. Les bases de données, donc tu utilises un serveur et puis du coup tu stockes de la donnée, tu l'organises d'une certaine manière, il y a une architecture qui est faite, et voilà. L'époque du blockchain bullshit, c'était tiens, on va remplacer la base de données par de la blockchain. Sauf qu'en fait, c'est pas forcément efficace, ça sert franchement à rien, et le boulot des bases de données le fait beaucoup mieux que ce qu'on peut faire avec de la blockchain. Enfin, du moins à cette époque. Et donc voilà. Donc du coup, tout le monde voulait faire de la blockchain entre guillemets et remplacer les bases de données. Sauf qu'en fait, le boulot des bases de données marche très très bien, et il y a aucune utilité à utiliser de la blockchain pour remplacer ce genre de choses. En vrai, la seule utilité qu'il y avait, et c'est ce que les gens prenaient, c'était pour
pour quelque chose de décentralisé. Puisqu'une base de données, tu l'héberges sur ton serveur et on reste sur un système centralisé. Mais au final, ces entreprises-là, elles voulaient faire de la blockchain privée. Donc au final, ça revient exactement au même. Donc voilà pourquoi blockchain bullshit. C'est un non-sens. C'est exactement ça. En fait, vous verrez que le concept, enfin, ça, c'est né d'un des poncifs de Bitcoin, une manière par laquelle Bitcoin a été attaqué. Donc ça date de l'époque, je crois, entre 2015-2017. Donc le narratif, c'était de dire que Bitcoin, ok, c'est sympa, mais c'est n'importe quoi, c'est la blockchain qui est la révolution. Donc les gens ont essayé de mettre blockchain à toutes les sauces, et ça continue même encore, hein, enfin, dans certains endroits, on continue de dire que Bitcoin, c'est n'importe quoi, la révolution, c'est la blockchain, donc on veut mettre blockchain dans tout. Bien Donc, sûr. le moins petit projet qui sort, on rajoute blockchain dedans, comme ce fut le cas avec IA, avec je sais plus trop quoi là, et donc ça continue encore, mais c'est un non-sens, parce qu'on a Ouais, vu bien sûr. des expériences comme les mecs de Carrefour, je crois, qui ont voulu, Ouais, tout à qui fait. ont, qui ont Blockchainiser, voulu oui, oui, tout à fait. blockchainiser des poulets, et ça n'a absolument pas marché pour une simple et bonne raison, hein. Enfin, une des raisons, et j'essaie de l'expliquer, qui me semblait assez pertinente, c'est que, ok, tu veux utiliser la blockchain pour tracer la chaîne logistique euh, d'un produit, mais le truc, c'est que si la chaîne logistique arrive un moment, elle s'est cassée, donc il y a eu un problème, toi, ton intérêt en tant qu'entreprise, c'est que toi, tu as l'information et que tu le corriges, pas que tous tes clients aient l'information, ce qui peut ruiner finalement, toi, en fait, ta réputation. Donc, tu n'as pas vraiment intérêt à ce que s'il y a un problème, ça se sache, en fait. Donc, c'est une des raisons qui fait que bah, ces entreprises-là ne voyaient pas pourquoi est-ce qu'elles s'exposeraient sur des blockchains publiques. En Mhm. tant tout l'intérêt de la blockchain, c'est qu'elle soit décentralisée, donc publique et visible par tous. Mais bon, ils ont mis beaucoup de temps avant de se rendre compte de ces choses-là. Bon, un mal pour un bien, hein, ça fait que plein de personnes se sont rendues compte de ça et ont basculé vers Bitcoin, qui est la blockchain. Et il y en a beaucoup qui continuent d'essayer de chercher L'amalgame qui est fait aussi, c'est que en vrai, Bitcoin pour moi, c'est pas la blockchain, c'est un protocole. Et dans le protocole de Bitcoin, il y a des principes de blockchain en fait, comme un arbre de Merkle. C'est justement ce qui fait le registre comptable en fait, voilà. Mais dans Bitcoin, il n'y a pas que le registre comptable en fait. C'est pour ça que je le définis. C'est un protocole en fait. C'est le protocole Bitcoin. C'est le vrai terme, c'est celui-ci. Hein. Enfin, à mon sens. Ouais, Je pense que la exactement. plupart des gens qui sont avertis rejoindront cette pensée. Mais c'est un protocole et la blockchain fait partie du protocole qui est intégré dans Bitcoin, tout simplement. Yes, tout à fait. Ok. Maintenant qu'on a fait cet aparté sur blockchain bullshit, un second aparté que je veux qu'on fasse, c'est sur le minage. Parce qu'il y a certaines personnes aussi pour lesquelles c'est pas très clair ce que c'est que le minage. Et on profite du fait que bah, toi, tu as un mineur averti. Donc, comment toi, tu définis le minage à des gens qui n'en ont jamais entendu parler? Voilà. Alors, pour le faire super simple, on va essayer de le vulgariser le plus simplement possible. Donc, certains avertis vont peut-être me taper dessus, mais il faut penser à ceux qui n'y connaissent rien et comment les introduire le plus simplement possible. Pour définir le minage, c'est simple. Monsieur A veut envoyer une transaction à Monsieur B. Pour ça, il y a besoin d'une personne enfin, dans le monde réel, quand on fait un transfert bancaire, c'est la banque qui va décider si Monsieur A a bien de l'argent sur le compte et si Monsieur B a bien un RIB valide pour le recevoir. Avec le Bitcoin, il y a pas d'autorité centrale en fait, il y a pas de personne à proprement parler. L'information est disponible par tout le monde dans les nœuds de la blockchain. Donc les nœuds, ce sont les gens qui détiennent c'est le registre en fait, hein, les entrées et sorties d'argent. Et pour pouvoir inscrire une nouvelle ligne dans ce registre, il y a besoin des mineurs. Les mineurs en fait vont travailler en consensus pour se mettre d'accord si une nouvelle information doit être inscrite ou non. L'exemple simple. Voilà, je veux t'envoyer du Bitcoin. Donc, l'équation, elle va être super simple. C'est Thomas veut envoyer de l'argent à Prince. Est-ce que Thomas a une adresse, a bien l'argent sur son adresse? Donc là, tous les mineurs disent, enfin, c'est pas vraiment comme ça, mais c'est pour le vulgariser. Hein. Tous les mineurs disent, moi j'ai cette info, oui il a, toi aussi, toi. Tous les mineurs aux quatre coins du globe disent, ok c'est bon,
Donc, on valide une première partie du calcul. La deuxième partie, ça va être on vérifie que Prince a bien une adresse valide pour recevoir l'argent que Thomas veut envoyer. Tous les mineurs autour de la Terre vont regarder et interroger le registre et dire moi j'ai l'info, ouais c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. C'est ça qu'on appelle un consensus. Tout le monde doit être d'accord pour pouvoir accepter de faire une nouvelle entrée dans le registre. Et donc une fois que tout ça c'est validé, on va dire qu'il y a un nouveau bloc qui se crée. Et ce bloc créé par les mineurs contient une récompense. Et pour le travail qui a été effectué par les machines, donc ce qu'on appelle la preuve de travail, la proof of work, on va toucher donc une récompense qui va être partagée entre tous les mineurs qui ont participé à valider le nouveau bloc de cette chaîne. Et donc à ce moment-là, il y a une nouvelle ligne qui s'inscrit dans le registre comptable. Une ligne d'entrée, une ligne de sortie. Voilà, pour faire simple. Exactement. Et je vais me permettre de rajouter un truc si tu veux bien. C'est que, en fait, tu le disais très bien, hein, quand on veut transacter dans le monde réel, on passe par la banque. Donc, c'est la banque qui est l'entité centrale qui va décider est-ce que tu as bien les sous que tu veux envoyer, est-ce que l'adresse à laquelle tu veux envoyer est bonne et tout. Maintenant, puisqu'on va, Bitcoin, l'éthos de Bitcoin, c'est la décentralisation. Donc, le principe de la décentralisation, c'est qu'il n'y a aucune entité centrale. Donc, pour supprimer l'entité centrale, le protocole, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre un sorte de process, donc ce qu'on appelle le proof of work, qui est en sorte une forme de loterie où tout le monde peut participer et on va tirer au sort qui va être la personne qui va miner le bloc suivant. Donc, ce qui fait que il n'y a pas moyen de deviner qui sera le prochain gagnant, donc d'anticiper une modification, une fraude, ce genre de choses, vu que c'est totalement au hasard. Et c'est ça qui est magnifique dans le minage, là. Et il y a tout ce que tu as décrit là qui se met en place. Mais c'est vraiment cet aspect de, vu qu'il n'y a aucune entité centrale, donc on va choisir au hasard une personne qui va valider le bloc. Et puis tous les autres sont là pour valider, pour confirmer que le bloc que le mineur là, il a constitué, il est bien correct, il est conforme à toutes les règles du protocole et tout. Et ça, c'est quelque chose Exactement. d'absolument fascinant. Je Ouais. dis, quand tu rentres dedans. Moi, je connaissais cette définition du minage, là. Quand je suis rentré un peu plus dans le détail de comment ça se fait, le hachage, les fonctions de hachage, les apps de Merkel, ça m'a pris des nuits et des nuits et j'ai trouvé ça absolument Moi magnifique. aussi. Pour tout te dire, j'étais comme, tu vois, un athlète qui s'entraîne avec la goutte de sueur au bord du front. Eh ben, j'ai passé des soirées entières comme ça à lire des trucs. Au début, je comprenais rien du tout. Et puis, au fur et à mesure que tu grattes, tu grattes le sujet, eh ben, il y a des choses qui s'alignent. Et d'un coup, bah, tu comprends. Et pour moi, c'est ça que j'ai trouvé fabuleux. Et je peux presque, enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est presque un système, c'est parfait, en fait. Il est parfait, ce système, en fonctionnant comme ça. Et il n'y a pas la main de l'homme qui va venir falsifier quoi que ce soit. C'est, voilà, le code et la loi. Et puis, on peut pas revenir dessus, quoi. Et c'est ce qui a posé problème dans toute l'histoire de la monnaie, c'est la confiance. Et là, on fait confiance à un système qui est déjà défini, qu'on peut pas falsifier, qu'on peut pas truquer, qu'on peut pas changer. C'est parfait. Enfin, c'est juste parfait. C'est pour ça que je dis que c'est un outil qui est ultra puissant et qui peut vraiment être un game changer pour l'avenir, quoi. C'est fascinant. Franchement, je suis fasciné par tout ça. Exactement. Donc maintenant que le minage il est défini et clair pour l'ensemble de nos auditeurs, du moins je l'espère, euh, ton aventure avec le minage, bon, passer ces expérimentations, comme tu le dis là, de minage à titre perso, comment est-ce que tu as passé l'échelle, tu as passé le cap? Alors, du coup, bah, je me suis retrouvé, donc, comme je te disais, à me reconvertir pour avoir un diplôme dans l'informatique, pour vraiment travailler là-dedans. Euh, donc, grâce à ça, ça m'a permis de rencontrer deux personnes. En gros, à l'époque, hein, pour le faire simple, j'avais les compétences, je savais mettre en place les choses, mais j'avais pas d'argent. Et les deux personnes que j'ai rencontrées, ben, on a fait 50-50. En gros, voilà, toi, tu as de l'argent, moi, j'ai la connaissance, viens, on fait un truc. Et donc, du coup, on a monté donc deux petites fermes d'Ethereum, mais de manière complètement en tant que particulier, hein, rien de professionnel. Mhm, Et donc voilà. Donc ça a fait aussi, bah, ça a commencé à appuyer une certaine crédibilité quand j'en parlais à des personnes qui n'y connaissaient rien, parce que j'ai mhm, toujours eu ce côté-là un peu évangéliste, à vouloir prêcher ce que c'était, vulgariser pour que les gens puissent connaître et voir que bah, c'était pas n'importe quoi, que c'est pas rien, c'est pas juste virtuel. Et donc voilà. Suite à ça, donc quand je bossais pour Capgemini, Sogeti Capgemini, un de mes managers est venu me voir un jour et me dit écoute, je suis en train de monter une structure à Bordeaux et j'aimerais intégrer un bureau de recherche et de développement sur toutes ces technos. Moi, ça me plaît. Je vois que tu es passionné. Ici, on te laissera pas t'exprimer. Rejoins-moi.
Donc du coup, bah, je les rejoins. Donc l'entreprise s'appelle Unid West, c'est une boîte toulousaine à la base. Mhm. Et donc, je me suis retrouvé en charge d'un bureau de recherche et développement sur de la blockchain, mais ça reste l'époque blockchain bullshit aussi. Mais c'était cool pour moi parce qu'au final, j'ai pu expérimenter pas mal de choses comme des paiements en smart contract directement avec les caisses enregistreuses pour le groupe Campanile. J'ai pu faire de la certification de documents pour la zone portuaire de Bordeaux. Enfin, j'ai expérimenté pas mal de choses. Et en fait, pendant que j'avais ce boulot-là, j'ai fait la connaissance donc Adrien Gombert, complètement par hasard, hein, sur Internet. Je vois Gwensas Mining, Bordeaux. Je me dis, c'est pas possible, il y a une boîte qui fait du minage à Bordeaux, faut Il y a des absolument que je mineurs à l'appelle. côté. Ouais, et donc j'ai trouvé ça fou. Donc direct, je l'ai appelé. Il y avait en plus un numéro de portable sur le site. Adrien me répond. Et donc on commence à discuter. Donc j'explique un peu mon parcours, voilà ce que je fais, la passion qui m'anime. Et donc il me dit, écoute, si tu veux, ce soir on peut se retrouver autour d'une bière et on discute quoi. T'es où? Et là, je lui explique la zone où je me trouve. Et en fait, il était à 500 mètres de là où je travaillais. Donc le soir, on se retrouve juste à côté de nos boulots respectifs, dans un petit bar à bière. Et là, on a passé la soirée ensemble jusqu'à la fermeture. Et ça a été waouh, révélation quoi. Quelqu'un comme moi, enfin, qui comprend. Et c'est vrai que c'était rare à ce moment-là. Donc là, Mm. on revient. On était en 2018. Ça commençait déjà à se démocratiser. Mais dans le mining comme ça, c'est vrai que c'était assez rare. Et donc quelques mois après, il me propose donc Gwensas existait déjà. Il avait un associé, mais qui Mhm. n'était pas forcément dans la technique, etc. Et qui avait d'autres projets. Et donc il me propose simplement de le rejoindre, quoi, donc de racheter les parts de l'associé et donc de le rejoindre dans l'aventure Gwensas. Et donc moi je me dis c'est le moment de passer un peu à l'étape supérieure. Allez, fini les cartes graphiques dans l'appartement, fini les cartes graphiques dans le garage de mon autre collègue Jean de l'époque et vas-y, lance-toi pour de vrai, quoi. Et donc, grâce à Adrien, je l'ai rejoint dans Gwensas et on a pu donc passer au niveau supérieur. À ce moment-là, Adrien avait déjà un hangar à Pau, donc je crois qu'il y avait 800 machines, si je dis pas Ah de ouais. bêtises. Sauf qu'en 2018, à ce même moment, le Bitcoin se crache, quoi. Et ça coûtait beaucoup plus cher en France de faire tourner nos machines en coût électrique que ce Mhm. qu'elles rapportaient en Bitcoin. Et donc, C'était la chute à 3000 $, c'est ça, où Bitcoin exactement, est c'est passé de celle-ci. 19 000 à 3000. Ok. C'est ça, exactement. Et donc du coup, pour rester dans le game quoi, et puis continuer l'aventure, l'idée c'était de trouver l'énergie la moins chère du monde et pouvoir délocaliser donc la ferme qui était à Pau dans un autre pays. Et donc ça nous a mené en Sibérie, à Irkoutsk, où là on a trouvé un partenaire là-bas. Donc on a commencé à envoyer les machines petit à petit. Et à ce moment-là, Adrien donc avait fait la rencontre de Sébastien, puisque il était dans la même galère que nous. Lui, il était à Nantes, à Orvaux. Il avait sa ferme qui devait délocaliser. Et Mhm. donc en off, on a commencé à travailler main dans la main. Donc on avait un meilleur pouvoir d'achat pour négocier les machines, toujours avec nos clients respectifs. Hein. Donc le gâteau est tellement gros et le business model d'aujourd'hui, ça servait à rien de se tirer dans les pattes. Donc du coup, Mhm. voilà, on a travaillé main dans la main. Et ensuite, il y a eu le projet donc au Kazakhstan. Euh, Après, il y a eu l'exode chinoise. Donc là, on arrive dans ces années-là, quoi, hein, 2020. Il y a eu d'autres projets en Russie. On a eu un projet au Tadjikistan. Et il y a eu donc fin 2019-2020 le projet du Congo. Et donc là, il y a un truc qui a été juste génial, c'est que le parc des Virunga donc a eu des subventions pour pouvoir construire des centrales hydroélectriques, une centrale hydroélectrique. Et le souci qu'il y avait, c'est que pour déjà d'une rentabiliser cette centrale, puisque c'est dimensionné pour l'avenir, hein, donc il faut 20, 30, 40 ans peut-être, mais pour pouvoir électrifier et créer un réseau, il faut du câble, il faut des poteaux, il faut du béton pour pouvoir couler les poteaux. Euh, et donc, l'idée, ça a été, écoutez, nous, on a une source d'énergie, vous avez besoin d'une source d'énergie, donc il y a un cercle vertueux qui s'est créé. Et donc, on a monté donc des premiers containers de test, 2 containers, hein, au pied donc d'un barrage hydroélectrique, de ce barrage-là. Ça, c'était 2019 ou 2020? Ça, c'est 2020. 2020, Ouais, ok. 2020, 2020, 2021. Je suis pas très clair dans le temps, mais à peu près, Non, on non, est non. à peu près dans cette période-là. Ouais, 2020. Mhm. Oui, 2020, c'est ça. Ok, ok. Et donc, ouais. Juste avant que tu continues ça, je précise pour nos auditeurs. Donc, on vous a expliqué un peu ce que c'était que miner du Bitcoin.
Mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est devenu une activité industrielle, en fait, de miner du Bitcoin. Donc, 100% industriel, ouais. la problématique de cette activité-là, c'est que on doit faire tourner des machines spécialisées, ça s'appelle des ASICs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour sécuriser le réseau. Et vu que ces machines-là, elles sont hyper consommatrices en électricité, le seul moyen d'optimiser ses coûts, donc, et d'ailleurs, c'est le seul poste de charge, hein, je pense, c'est le plus significatif, c'est la facture d'électricité. Du coup, cette activité industrielle-là a pour particularité qu'elle cherche à avoir l'énergie la moins chère du marché, avec comme particularité qu'elle est très mobile, comme activité, et c'est une activité très peu consommatrice en ressources humaines. Je veux dire, donc, tu peux placer tes machines de minage dans ton conteneur de minage en plein milieu de l'océan, tout comme en plein milieu du désert, ou même comment on appelle, enfin, de la forêt, en gros. Donc, Clairement. l'idée, c'est de trouver l'endroit où il y a de l'électricité en surcapacité, donc du surplus électrique. Donc, vu que c'est du surplus et que l'industrie a cette capacité particulière de pouvoir la consommer, on négocie l'énergie à un prix qui est complètement discount, en fait. C'est bien ça? Clairement. Et donc, comme on est sur de l'énergie renouvelable qui était produite mais pas consommée, Mhm. bah, on arrive à avoir des prix qui sont vraiment intéressants. En plus sur de l'énergie verte, donc voilà, on vient rendre service à ces producteurs qui n'ont trouvé personne d'autre pour les consommer. Et pour expliquer aussi aux auditeurs l'analogie avec toute l'idée qu'il y a derrière, une centrale hydroélectrique, elle souvent est adossée à ce qu'on appelle un banc de charge. Un banc de charge, c'est un énorme container avec plein de résistance dedans. Donc on imagine un gros radiateur. La nuit, quand les gens sont couchés, il y a un pic de baisse de consommation. Et donc les centrales, parce qu'il y a une pression dingue hein, dans les tuyaux et on peut pas ralentir la roue d'inertie comme ça. On peut voilà, c'est pas une pédale avec un accélérateur. Non, donc on doit la faire tourner à régime constant pour l'usure, enfin pour plein de raisons. Et donc, historiquement, les centrales avaient toujours un banc de charge dans lequel, dès qu'il y avait des baisses, eh bien, on continuait de faire consommer de l'énergie dans ce banc de charge. Donc, en fait, on produisait de la chaleur quoi, dans ces gros radiateurs, dans ces gros containers. Et voilà, ça avait pas d'utilité. Donc, là où c'est plutôt malin, je pense, ce qu'on a réussi à faire, c'est de trouver un principe qui remplace les bancs de charge, puisqu'on peut très bien rallumer et éteindre des machines assez facilement, c'est assez résilient, et donc se substituer au banc de charge. Donc pas créer de la chaleur, mais créer du Bitcoin derrière. Ah, ok. Je vois, j'avais pas cette brique-là, et c'est intéressant qu'on en parle. J'avais pas cette brique. Moi, je pensais que quand il y avait, donc quand le niveau de la réserve d'eau était, enfin, quand les réserves d'eau étaient pleines et que en face, il n'y avait pas la consommation, on laissait juste couler l'eau sans activer les turbines. Je sais, enfin, c'est un peu ça que j'avais en tête. Mais j'avais pas Ouais, bah, forcément la brique bonne charge, en fait. ouais, si. En fait, il y a un banc de charge derrière parce qu'on peut pas arrêter la roue d'inertie, donc qui produit de l'électricité, on peut pas l'arrêter comme ça. Et Ok. il y a besoin d'un temps d'arrêt. Mais en fait, pour s'adapter aux pics de montée, de descente de consommation, ben, les centrales, pour éviter d'user le matériel, faisaient passer une consommation fictive en fait dans ce banc de charge. Donc en Oh, fait, c'est de l'énergie qui était produite, mais qui mais était jetée quelque part en fait, qui qui produisait était juste de la gaspillé. chaleur. Donc Mhm. nous, on se substitue à ce banc de charge mais on produit de la valeur, enfin du bitcoin du coup derrière. Donc Ouais, ouais, c'est très c'est intéressant. assez Ouais. malin, je Et trouve. je sais pas, juste pour que ce soit clair, hein, pour tous nos auditeurs, parce que un des éléments qui est frappant, quand on entend dire qu'il y a du minage de Bitcoin au Congo ou dans un pays en développement, on se dit: «Est-ce que les gens, ils n'ont pas mieux à faire de leur électricité que de, miner du Bitcoin?» Tu vois? Et ça, c'est vraiment important de comprendre, que cette énergie-là, c'est une énergie qui autrement serait perdue, en fait, qui serait Com- pas consommée. Complètement. On n'a pas trouvé d'autres usages jusqu'à présent dans des zones aussi reculées que de faire ça en fait. Enfin, moi, n'importe qui a une autre idée et qui peut me la montrer, je suis preneur sans problème. Mais de ce que j'en connais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé meilleure idée
pour utiliser cette énergie et la valoriser. Et l'intérêt qu'il y a en plus dans ce projet avec Virunga, c'est que ça peut leur permettre de développer beaucoup plus rapidement leur réseau électrique et donc de mettre en place des choses nouvelles aussi dans le parc avec cette énergie qui aurait servi à rien en fait. Donc c'est complètement gagnant-gagnant quoi. Et on peut même dire que c'est un cercle vertueux qui s'est créé là. Tout à fait, tout à fait. Donc le parc des Virunga, donc qui est situé en plein milieu du Congo, dans lequel on a un barrage hydroélectrique qui a un surplus de production que vous utilisez pour miner du Bitcoin. C'est Voilà, ça. pour Et résumer. il avait même aucune consommation à ce moment-là. Ok, tout à fait. Et dans les autres projets, avec un côté vertueux en termes d'écologie, donc il y a d'autres confrères que d'ailleurs j'ai rencontrés au Surfing Bitcoin qui travaillent déjà sur ce genre de principe. Nous, on est encore en cours de développement du projet, mais c'est le gaz de torchère. Ouais. Sur les sites d'exploitation pétrolière. Donc pour atteindre le pétrole, on fore le sol et en forant le sol avant d'atteindre les poches de pétrole, il y a des poches de méthane. Et le méthane, on le sait, il n'y a pas plus polluant pour l'atmosphère. Ok. L'humain a rien trouvé de mieux jusqu'à présent pour le traiter que de le brûler. Sauf que quand le vent souffle sur la torchère, il y a au moins 40% du gaz enfin du méthane qui part dans l'atmosphère. Et donc au final, en termes de traitement, on est un peu nul quoi. L'idée, c'est de venir canaliser ce gaz, le filtrer et l'envoyer à débit constant dans une génératrice. Et une génératrice, pour faire simple, c'est un groupe électrogène qui fonctionne au gaz. Et derrière, on y met un container avec des machines pour faire du mining. Et donc tous les poncifs écologistes qui pourraient dire oui, mais cette énergie, elle aurait pu servir à quelque chose d'autre, à des populations. Ben non, en fait, parce que ces sites, ils sont reculés. Mm. Et donc acheminer l'électricité, créer un réseau pour pouvoir l'utiliser comme ça coûterait des sommes astronomiques et personne ne s'aventurerait là-dedans puisqu'il n'y a aucune rentabilité forcément. Donc voilà, encore une fois, une idée où si d'autres personnes on trouve meilleur usage, avec plaisir qu'on discute pour me l'expliquer parce que jusqu'à présent, pour moi, on n'a pas trouvé mieux. Ouais, sur le truc des torchères, là, c'est hyper pertinent, hein, parce que j'en veux pour preuve que les gens n'ont rien, enfin, l'industrie n'a rien trouvé de mieux que de brûler ces torchères-là, et vont même jusqu'à subir, parce qu'elles payent il y a Oui, oui, des tous les jours, ils payent des pénalités, taxes justement ils sur payent ça des en fait. taxes, justement, Exactement. exactement. Et les compagnies pétrolières préfèrent Préfèrent payer ces payer, taxes, c'est ça. mais enfin, c'est des sommes astronomiques. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est quelques millions par jour, hein, il me semble. Hein. C'est énorme. Mais c'est une manne financière qui est tellement dingue que pour eux, c'est dérisoire. Et ils préfèrent payer ces taxes d'écologie, quoi, que de faire autre chose pour traiter. Alors que bon, là, on a une solution qui est vraiment pérenne et qui est juste géniale, quoi. Donc, Ouais. en gros, l'idée, c'est on a trouvé un moyen de pouvoir décarboner la planète grâce au mining. Et voilà, moi, je trouve ça fabuleux aussi, c'est pareil. Et ça, tu feras, enfin, tous les écolos qui nous écouteraient pourraient se renverser de leur table, Ah hein, ben, parce que clairement, clairement, penser que on aurait pu arriver à un Bitcoin qui arrive à aider la transition écologique, enfin, je pense qu'il y avait très peu de personnes qui pouvaient y arriver. Quoique, j'ai vu que dans le forum Bitcoin Talk, donc qui est le forum originel où les premières personnes qui ont contribué au développement de Bitcoin se parlaient là, il me semble avoir vu un message de, je sais plus si c'est Satoshi Nakamoto ou Alphine, qui avait insinué que on pourrait même en arriver à ça, à un point où le minage serait fait avec de l'énergie verte, avec de l'énergie green, en fait. C'est fou. Enfin, je sais plus lequel des deux l'a fait, mais c'est un gros visionnaire, hein, si, je sais pas si tu as vu clairement. ça d'ailleurs. Ah ben c'est clairement un visionnaire parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avec BBGS, avec Big Block, Gwensas, on se bat pour ça. On aurait pu avoir d'autres projets sur du charbon ou sur du gaz, mais ça nous intéresse pas. Même si les prix sont tirés très très bas, c'est pas le but en fait. On veut vraiment aider la transition écologique grâce à Bitcoin en fait. Donc non seulement c'est un outil financier, sociétal très puissant, mais avec toute la technique qu'il y a derrière le mining, on peut aussi changer les choses au niveau de l'écologie. Et ça, voilà. Enfin, moi, je suis subjugué par tout ça. Voilà, je suis passionné. Hein, ça, je sais pas si ça s'entend, mais Ah ouais, ça se ressent. Et ce qui est d'autant plus, enfin, qui accentue le truc, c'est que la raison pour laquelle
vous utilisez de l'énergie verte, elle est pas que vertueuse. Je dis, c'est pas juste par conviction, écologique que vous le faites. C'est que il y a une instinctive économique, en fait. Je disais, on peut pas faire mieux comme motivation que d'utiliser la cupidité de l'être humain. Je veux Ouais, dire. clairement, clairement. Donc d'un point de vue économique, bah, l'énergie la moins chère, elle est verte. Donc, tous ceux qui utilisent, de l'énergie carbonée, à un moment ou à un autre, ils vont devoir arrêter de miner quand le prix du pétrole ou du gaz va exploser et va rendre, leur calcul économique plus rentable, en fait. Et on l'a vu avec l'augmentation des prix, de l'énergie là, tu as de plus en Bah, plus de gaz et mineurs. pétrole, ouais, là, on est en plein dedans, hein. On voit des confrères américains qui, il y a 2 ans, même l'année dernière, se sont mis à monter des fermes, mais monstrueuses, qui étaient sur du mix, donc avec du gaz, ou même du pétrole. Et aujourd'hui, ils ont subi les montées des prix et donc, sur le marché de l'occasion des machines, on se retrouve avec plein de machines qui viennent, de ces partenaires-là, enfin de ces confrères plutôt. Mais, oui, oui, c'est en train d'arriver, en fait, on est en plein dedans. Et donc, c'est pour ça que ceux qui nous écoutent, hein, je les encourage à regarder la rediffusion de la conférence Surfing Bitcoin de Sébastien Gouspillou, parce que il fait vraiment un appel à tous les mineurs de Bitcoin du monde entier, et les mineurs tout court d'ailleurs, de nous rejoindre sur du renouvelable, parce que plus le gaz et le pétrole vont monter, plus les énergies renouvelables vont forcément baisser en termes de prix. Et donc nous, on a identifié autour du monde beaucoup, enfin plusieurs gigawatts d'énergie excédentaire. Et à nous tout seuls, il suffira pas d'une vie pour les remplir. Donc comme l'a dit Seb, rejoignez-nous. Nous, on est prêt à partager tout ça et à travailler ensemble, quoi. Voilà. Donc j'encourage les gens qui nous écoutent à écouter cette conférence qui est vraiment hyper intéressante et avec un format qui est plutôt attrayant à voir. J'en dis pas plus, mais je vous recommande d'aller voir. J'y étais et Seb, il a fait le show. C'était génial. Top. Ok, donc ça c'est l'expérience du parc des Virunga. Et du coup, vous en avez d'autres, des projets de ce type-là, sur lesquels vous bossez dans des pays africains? Alors justement, ouais, on est en train de voir un énorme boom en Afrique. Euh, donc là, on a un projet au Kenya, on a un projet au Cameroun. Voilà, tout est en cours. C'est Mhm. en bonne voie, en très bonne voie même. Donc là, dans l'année à venir, enfin, je pense que 2023 va être chargé avec beaucoup de boulot en Afrique. Euh, mais oui, oui, les gens sont en train, enfin, les gouvernements et les compagnies électriques, les ministères de l'énergie sont en train de prendre conscience que les mineurs de Bitcoin peuvent être de très bons clients en fait pour eux, puisqu'on tourne 7 sur 7, 24 sur 24. Voilà, on a même dans certains contrats qu'on négocie, on paye l'énergie un mois avant, donc eux, ça les arrange, hein, ils savent voilà, on sera des bons payeurs entre guillemets. Et oui, oui, donc en Afrique, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer. Je pense que ça va vraiment être le berceau d'un gros changement. Ça, c'est mon avis personnel. Après, j'ai pas de bulle de cristal, mais de ma petite expérience, à force d'aller là-bas et de voir comment c'est en train de se développer, je pense que il y a de grandes chances pour que l'Afrique soit vecteur de grands changements au niveau du minage de Bitcoin et au même titre que l'utilisation de Bitcoin. Parce que je ne sais pas si les gens sont au courant. Donc il y a eu le Salvador qui a été le premier pays au monde à donc légiférer sur l'acceptation de Bitcoin comme monnaie d'État. Il y a la République centrafricaine qui a suivi le pas, qui est le deuxième. Et donc tous les pays qui sont autour de la République centrafricaine sont en train de se poser des questions là-dessus. Ben voilà, du coup, pour moi, voilà, il va se passer des choses là-bas dans les années à venir parce que ils ont envie de changer les choses. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est tu vois, comme je t'ai expliqué au tout début, hein, ce penchant pour comprendre un peu comment la monnaie marche, l'économie. Quand je suis en Afrique et que ça soit en Tanzanie, que ça soit en RDC, j'utilise du dollar, tu vois. Et j'ai Mhm. pas été dans d'autres autours, mais je sais que le dollar est partout. Et et pourquoi pas Bitcoin, quoi. Enfin, voilà. Il y a un autre truc aussi, c'est que la plupart de mes gars me montraient en fait comment ils utilisent les codes du SSD. En fait, c'est Ouais, par c'est le mobile SMS. money, là. Voilà. Enfin, et on peut en fait par SMS, ils s'envoient des crédits télécom, mais ça fait des années hein, qu'ils utilisent ça hein, depuis. Et donc les opérateurs télécoms qui proposent ce service prennent des frais qui sont assez aberrants.
à des gens qui ont déjà pas beaucoup d'argent. Et donc, en créant par exemple des nœuds Lightning, en essayant de former les gens là-bas à comment utiliser Bitcoin de manière différente, ça pourrait changer les choses. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un en Surfing Bitcoin euh, qui m'a expliqué qu'il y avait un projet qui est en train de se développer, qui se base sur du Lightning et de l'envoi de Bitcoin par SMS, justement. Donc, ces gens qui ont déjà l'usage, hein, qui ont déjà l'habitude d'utiliser des SMS pour s'envoyer de l'argent, pourraient utiliser du Bitcoin pour s'envoyer de l'argent de la même manière. Donc, il y a un gros travail de formation, d'éducation, d'atelier à faire. Et voilà, d'ailleurs, là, je pars donc pour 3 mois. Et Mmh. j'ai l'intention de diviser mon temps en deux, passer donc la moitié du mois dans la ferme avec mes gars, donner toutes les directives et gérer ça. Et donc là, je suis vraiment dans la forêt primaire, on va dire, presque de la jungle, hein, et revenir de la deuxième partie du mois sur Mmh. Goma, donc me OK, rapprocher de Gloire, qui Clair, d'accord. Mmh pour proposer donc des ateliers basés là-dessus, en fait, comme il le fait déjà, et mh. pourquoi pas partager mon expérience de mineur pour sensibiliser les gens, vulgariser, enfin essayer de former au maximum, tu vois. On revient sur ce côté un peu crypto-évangéliste dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais voilà, du coup j'ai très envie en fait de faire avancer les choses en ce sens. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, et moi je partage cette conviction, hein, qui est de dire que, hem, l'usage qui est fait de Bitcoin dans les pays africains, il est différent, il est radicalement différent de ce qu'on en fait, et vu que les gens l'utilisent là-bas plus pour des transactions au day to day, ça va être un véritable, catalyseur de l'adoption, à grande échelle de Bitcoin. Et là, tu as relevé un exemple qui est très pertinent. Le produit dont tu parles là, c'est Machankura que ça s'appelle. J'ai déjà interagi avec, enfin, c'est un développeur sud-africain qui l'a fait. Je veux dire, on est dans un environnement où les gens ont accès au mobile. Ils l'utilisent pour leurs transactions, mais pas forcément internet. Donc c'est de la 2G, donc c'est le réseau, filière là enfin pas filière, le réseau de De communication qu'il base, utilise. Exactement. Donc lui, il s'est dit: «Pourquoi, ne pas développer un moyen d'utiliser, donc de s'envoyer et de recevoir du Bitcoin en utilisant ce réseau-là?» Et donc il a créé Machankura, qui est c'est pas une application, c'est un service qui permet, un peu comme tu utilises le mobile money là, d'envoyer, du Bitcoin, donc via Lightning, par, code USSD en fait. J'ai vu des démos, c'est impressionnant, c'est juste bluffant. Et l'écosystème n'attend que ça, en fait. Bitcoin, c'est vraiment une infrastructure primaire, c'est vraiment la première couche, donc qui est hyper robuste, qui est sécurisée, qui est totalement décentralisée, qui est ouverte à tous, et il appartient aux utilisateurs, aux entrepreneurs, aux start-upers, aux solution finder, de identifier un problème qui est clairement, comment apporter cet outil-là à la population, à l'individu lambda, comment lui rendre l'utilisation de cet outil-là le plus simple, intuitif possible. ludique, ouais, ouais, c'est ça, rendre le Ludique, truc ludique. exactement. Et Machankura, là, le produit Machankura, c'est un exemple patent de ce qui va arriver dans les mois, voire années qui suivent sur Bitcoin par rapport à son utilisation dans les pays africains. Moi, j'en suis intimement convaincu, Ah tu bah, vois. je partage la même conviction, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, là, tu vas me faire rêver avec ce que vous allez faire au Congo, là. Moi, je rêve de faire un truc comme ça en Côte d'Ivoire, hein, pour ne rien te cacher. Et j'espère pouvoir réaliser un truc comme ça très vite, hein, pour ne rien te cacher. En tout cas, sur la partie mining, tu sais que tu pourras compter sur nous sans problème, avec grand plaisir même. Je n'en doute pas une seule seconde. Thomas, je veux qu'on parle un peu de l'usage que toi tu fais de Bitcoin, justement, parce qu'on a parlé du minage et tout, mais toi, enfin, Bitcoin pour toi, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu en fais au day-to-day, en Eh ben, dehors de c'est l'atelier? pour faire simple, donc moi, bah, forcément, j'y crois à tout ce système. Donc, j'ai des machines qui fonctionnent, hein. Et donc, bah, je vis depuis plusieurs années uniquement avec les bitcoins générés par mes machines.
Ah ouais. Donc c'est assez compliqué par moment, mais Mmh. je lâche pas mes convictions. Donc là, quand un Bitcoin par exemple descend à 18 000 par Mmh. rapport à quand il était à 40 000, ben je dois vendre 2 fois plus de Bitcoin pour pouvoir payer mon Dans crédit, pour pouvoir payer l'électricité. mes courses, pour mon essence, tout Mmh. ça. Donc Mmh. c'est vrai que ça fait un peu mal, mais bon, j'ai quand même la chance d'avoir été là dans les débuts et donc de me permettre de vivre de tout ça, quoi. Donc c'est vrai que quelqu'un qui vient d'arriver et qui attend son minage tous les mois pour pouvoir vivre, à part s'il a investi gros dès le départ, ça risque d'être compliqué. Moi, c'est vrai que j'ai cette chance de pouvoir le vivre parce que bah, j'ai été là il y a longtemps et donc j'ai pu en avoir une certaine quantité, on va dire. Donc Mmh. ouais, moi ça fait plusieurs années, donc je vis uniquement grâce à mes bitcoins. Dis-moi, C'est est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as acheté du bitcoin? euh, la dernière fois que j'en ai acheté. Bah, après, je vais pas te cacher que j'ai eu des moments de spéculation, donc à aller sur les Oui, marchés, à bien sûr, trader. bien sûr. Mmh. Mais du coup, c'est soit je trade sur d'autres cryptos, donc je change du Bitcoin pour acheter d'autres cryptos, et OK. ensuite avec ça, Convertir. je rechange en USDT pour revenir sur du Bitcoin quand il est moins cher. Donc en OK. gros, je reste quand même en circuit fermé, tu vois. J'ai de OK. l'argent fiduciaire, non, j'en sors en fait parce que bah, pour payer, voilà, malheureusement on peut pas payer les impôts avec du Bitcoin pour l'instant, ni le crédit de la maison, etc. Mais mais en gros, oui, non, ça remonte à loin, ouais, ça remonte à loin. Et je crois que d'ailleurs, euh, ça a dû m'arriver que sur une poigne, ça se compte même pas sur les 2 mains en fait. J'ai toujours produit en fait du Bitcoin, donc je suis vraiment à fond, fond, fond dans le mining depuis toujours, quoi. Ouais, c'est vrai quand j'y pense. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais en fait non, j'ai jamais vraiment changé d'euros dans le Bitcoin. Je les ai changés mes euros pour acheter des machines justement pour produire mon Bitcoin. En gros. En fait, faut que les gens comprennent. Enfin, la position dans laquelle Thomas est, c'est une position de privilégié. C'est pas, enfin, on n'en rencontre pas comme ça des gens qui gagnent des bitcoins en minant. Parce qu'il faut comprendre que il y a, en gros, il y a trois moyens d'obtenir du bitcoin. Le moyen le plus facile est celui qui est le plus vulgarisé qu'on connaît, c'est acheter du bitcoin soit sur une plateforme d'échange, soit en P2P à quelqu'un qui veut vendre. Donc, tu utilises ta monnaie fiduciaire, donc que ce soit euro, franc CFA, dollar, pour acheter du Bitcoin sur une plateforme d'échange. Donc, le second moyen qui est en train de se développer de plus en plus, c'est d'échanger un bien ou un service contre du Bitcoin. Donc, en gros, tu es entrepreneur, tu demandes à te faire payer en Bitcoin, ou tu es vendeur, tu as un article, tu demandes à te faire payer en Bitcoin. Donc, ça, c'est l'économie circulaire, hein. C'est comme ça que les biens, enfin, c'est comme ça que l'économie fonctionne. Mhm. Et puis, le troisième moyen, qui est une des spécificités de Bitcoin par rapport aux monnaies fiduciaires, c'est que c'est le minage. Donc, c'est enfin, c'est l'activité de Thomas, donc sécuriser le réseau. Et en récompense, on a les nouveaux bitcoins qui sont créés. Donc, c'est des bitcoins tout neufs, des bitcoins vraiment sortis de l'usine, nickel et tout. Mais ce moyen-là, c'est pas donné, c'est pas accessible à tous. C'est pour ça que, enfin, faut atteindre un certain niveau de compréhension, d'expérience dans le domaine avant de se lancer dans le minage, parce que c'est une activité industrielle à part entière, comme on ne cesse pas de le dire. Ça demande quand même des fonds. Donc, acheter des machines de minage, bon, ça coûte cher, dépendamment du coût du Bitcoin, mais ça reste cher à l'achat. Donc, c'est un investissement conséquent. Et puis, il y a aussi la problématique qu'on relève depuis le début de l'épisode, là, trouver l'énergie la moins chère. Et c'est sûr, cette énergie moins chère, là, c'est pas dans les pays européens qu'on l'a. Non, Donc, il faut aller la chercher vraiment à l'autre bout du monde, en fait, qui c'est est clair. tout le challenge que vous relevez au jour le jour chez BBGS, en fait. C'est ça exactement. Mais alors pour un petit peu comment dire rentrer dans le détail de tout ça, oui, de prime abord, c'est une activité qui est pas forcément donnée à tout le monde. Mais nous, Mhm. notre mission, c'est de démocratiser tout ça au plus grand nombre. Et les risques, on les a pris par le passé, on a l'expérience, je pense. Et donc aujourd'hui, on propose des offres à qui souhaite devenir mineur. Donc c'est une solution qui est clé en main, c'est-à-dire que nous, on identifie les fermes, on monte nos containers, on crée des emplacements, et après, les gens qui veulent produire leur Bitcoin plutôt que d'investir sur le marché, on leur propose de nous rejoindre. Donc on propose différents types de machines. On s'occupe du transport, du dédouanement, de la TVA, de la mise en place dans le container et de la maintenance et de tout ce qui va avec pour qu'elle fonctionne le mieux possible. Et donc du coup, ça permet à des gens qui souhaiteraient investir dans le Bitcoin
plutôt que de l'acheter et donc d'avoir de jouer à la boule de cristal pour savoir si ça va descendre ou monter, de mettre cette même somme qu'ils auraient mis dans le Bitcoin dans une machine et qui produira donc du Bitcoin. Et nous, on a quand même une certaine vision. Donc bon, il y a quand même une notion de difficulté dans le minage, ça c'est un autre terme technique, mais on a quand même une notion de prédiction où on peut savoir la capacité qu'une machine va pouvoir produire. Que le marché monte ou que le marché descende, nous on produit tout le temps. Les machines sont branchées 24/24, 7/7. Et un autre avantage qu'il y a, c'est comme tu l'as si bien dit, l'énergie c'est le nerf de la guerre. Et nous notre but c'est de trouver l'énergie la moins chère du monde, en gros. Enfin ça paraît ambitieux, mais on est vraiment sur des énergies qui font partie des énergies les moins chères sur la moyenne mondiale. Et donc, du coup, non, j'ai perdu le fil. Du coup, voilà, comme on a cette énergie-là, qui est parmi les moins chères, quand le cours du Bitcoin descend, on a la chance d'avoir beaucoup de mineurs qui payent l'énergie plus chère que nous, qui débranchent leur machine, parce qu'elle leur coûte plus cher à tourner en consommation électrique que ce qu'elle rapporte en Bitcoin. Et comme tout mineur paye sa facture d'électricité avec les Bitcoins minés pendant le mois, bah, il débranche. Et l'avantage d'avoir une électricité pas chère, c'est qu'on sera les derniers en fait à débrancher. Et il y a d'ailleurs une vidéo qui explique ça très bien, qui a été faite par Richard Détente sur Grand Angle Crypto. C'est la théorie du dernier survivant. Et donc nous, on est clairement là-dedans. Donc j'encourage également les auditeurs à se renseigner et à regarder cette vidéo qui explique de manière la plus simple et la plus géniale comment ça fonctionne le minage en fait et pourquoi on a un avantage concurrentiel par rapport à tout l'écosystème. Voilà. Donc, en fait, tu vois que là, la fameuse théorie des jeux dont on parle beaucoup sur Bitcoin, là, mais elle se déroule même dans le minage, en fait, avec cette histoire de théorie du dernier survivant. Et ça, c'est absolument magnifique, en fait. Complètement. Donc, la vidéo à laquelle tu fais référence, là, pour ceux que ça intéresse, c'est une vidéo qui a été postée sur le compte YouTube de Grand Angle Crypto, donc la chaîne De Richard Détente. de Richard Détente que j'ai reçu sur le podcast d'ailleurs et que je salue s'il écoute cet épisode. Donc vous pouvez aller regarder, elle est hyper intéressante, elle explique les enjeux du minage de Bitcoin et l'offre de Big Block Green Services dans ce sens-là qui est pour moi une superbe offre. Donc pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de s'essayer au minage, donc confier ces machines de minage, parce que c'est en ça que ça consiste, à des professionnels qui ont de l'expérience, qui ont la possibilité de vous connecter au jus le moins cher, en fait, sur le marché actuellement. Exactement. Et un autre truc qu'il faut dire par rapport au business model qu'on utilise, et c'est là où on pense qu'il est vraiment sain par rapport à d'autres business models existants, on marge très peu sur le prix des machines. Vraiment, la marge est dérisoire parce qu'on veut être assez concurrentiel. La seule rémunération qu'on va avoir, on prend, alors ça dépend des fermes, on prend entre 10 et 15% de frais tous les mois sur ce que va produire les machines donc de nos clients. Donc l'intérêt, il est que plus les machines des clients vont gagner, plus on va gagner. Une machine qui est en panne ou qui tourne pas, 15% de cette machine-là, c'est zéro. Donc on n'a pas du tout d'intérêt à avoir des machines qui sont en panne ou qui ne tournent pas. Et donc c'est pour ça que sur chaque ferme qu'on monte, on a un atelier, donc un container qui sert d'atelier. On a des gars qu'on forme là-dessus, donc sur la microélectronique, enfin sur toutes ces choses-là, sur l'informatique. Et donc avant de demander quoi que ce soit au client, on va déjà la faire passer en atelier, voir ce qu'on peut réparer. Et tout ça, ça fait partie du package en fait de l'offre clé en main qu'on fournit. Donc il y a une certaine sécurité aussi derrière ça. C'est pas juste on met une machine et puis voilà on verra au petit bonheur la chance qui lui arrive. Et donc du coup nous on est vraiment engagé là-dessus. Et donc voilà c'est en ça que je dis que notre business model est plutôt sain par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Tout à fait. En plus de créer des emplois dans les pays En dans lesquels plus, vous êtes implanté, c'est un cercle vertueux et ça c'est hyper intéressant à mon sens, hein. clair. Ok. Bon ben je pense qu'on a un peu fait on a un peu fait le tour. Je vais terminer par la question habituelle de ce podcast. Donc Thomas, qui est-ce que tu aimerais voir intervenir sur ce podcast-là pour nous édifier? Franchement, je vais pas te surprendre. Je pense à mon associé, donc Sébastien Gouspillou, qui aura tout un tas de choses à raconter, qui vont sûrement corroborer mes dires, et puis même rajouter certains détails et quelques précisions sur tout ce dont on vient de parler. Et
j'ai le droit d'en citer une deuxième? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de rencontrer au Surfing Bitcoin Camélia, donc qui bosse qui est community manager pour le journal du coin et qui a lancé une marque qui s'appelle Maison Mahashi et qui est juste génial comme personne, qui a fait de moi donc ambassadeur de cette marque côté mining. Donc là, ma mission pour le Congo, bah, je pars avec quelques t-shirts de la marque et donc je vais faire des photos avec les machines, dans les containers, avec nos gars. Et donc du coup, bah, je pense que elle a plutôt, elle a pas mal de choses à raconter, j'imagine elle aussi, par rapport à son parcours et son arrivée dans le monde du Bitcoin. Donc voilà, tu pourras peut-être inviter les deux ou l'un ou l'autre, mais c'est les seules idées que j'ai comme ça. Mais c'est parfait. Donc Seb, je suis en discussion avec lui, donc on devrait avoir un épisode avec lui bientôt. Et puis c'est bien noté pour Camille, que j'ai rencontré aussi à Surfit Bitcoin, une adorable personne. Top. Ok, bah écoute, merci beaucoup Thomas. Merci pour cet échange. Il y avait beaucoup de passion dans l'échange des deux côtés. J'espère que nos auditeurs l'ont perçu et se sont nourris en griffe de ce dont on a parlé, parce que moi j'ai beaucoup appris sur le minage, mais sur le Bitcoin de façon générale. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. Ouais, bah, je suis vraiment ravi d'avoir pu partager tout ça avec toi. J'espère que les auditeurs seront autant ravis qu'on l'a été et que voilà, ils capteront bah, toute l'émotion qu'il y a eu de tout ce qu'on a partagé. Et voilà, en tout cas, moi, je reste toujours disponible, bah, que ce soit sur les réseaux ou par mail ou même par téléphone pour répondre à toutes les questions qui concernent le mining. Et voilà, c'est avant tout moi la passion qui m'anime. Et donc voilà, d'en parler, je le dis souvent en rigolant, mais il suffit de mettre une seule pièce dans la machine et c'est parti quoi avec moi. Tout à fait. Merci beaucoup Thomas. Allez, Je t'en prie, à bientôt. nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.